Après la saison des courses, celle du théâtre procure à Zola l'occasion de peindre les classes de loisirs, dans leur milieu de lieu et dans leur milieu de société, avec un sens inédit des perspectives. Avec Nana, on est à la croisée de deux mondes, le grand monde qui vient l'applaudir au théâtre, et le monde à part de la prostitution. Prostitution déguisée des petits rats de l'opéra, très appréciée des messieurs comme il faut, prostitution sordide des filles racolant à la terrasse des cafés le soir, telle que les a représentées Degas dans le superbe pastel d'Orsay. Nana et Satin sont tombées au trottoir. Attablées devant un verre, elles ont le masque blafard des prostituées de Degas, le visage blanchi, taché du rouge des lèvres et du noir des paupières. Elles attendent la sortie des théâtres, prêtes à suivre le client qui s'éloigne discrètement, faisant le dos rond. Mais lorsque décidément les hommes se dégagent et filent plus vite, exaspérés d'une nuit de chômage, comme la prostituée qui fait claquer l'ongle de son pouce contre ses dents, elles se résignent à repartir dans la lumière crue qui éclabousse la rue du Faubourg Montmartre. Là, jusqu'à 2 heures, des restaurants, des brasseries, des charcutiers flambés, tout un grondement de femmes s'entêtait sur la porte des cafés. Manet est l'autre peintre de Nana. Après avoir lu l'Assommoir, où l'entier rapporte que Nana vient de faire un vicomte, le peintre avait imaginé Nana occupée à sa toilette, en cocotte triomphante, tandis que son vieux, repoussé aux marges de la toile, coupé par le bord du tableau, attendait patiemment qu'elle lui concède quelques caresses. Le pot de fleurs qui renverse en miroir le chapeau noir soulignait ironiquement la fonction de potiche décorative que Nana réservait à son riche protecteur. Tout le programme narratif du roman est là. Muffat sera trompé, ruiné, ridiculisé, humilié par Nana, qui croque les hommes et leur fortune. Comme l'avait annoncé Huysmans dès 1877 dans L'Artiste, Zola cite la toile. Elle avait pris la patte de lièvre, elle la promenait très légèrement, si cambrée au-dessus de la toilette, que la rondeur blanche de son pantalon saillait et se tendait, avec le petit bout de chemise. Elle se tourna une seconde, la joue gauche très blanche, au milieu d'un nuage de poudre. Muffat, fou de désir inassouvi, assiste alors à une scène de séduction dont il est exclu. Et c'est le prince de Galles qui occupe le rôle que Manet fait jouer au spectateur. Un instant, elle cessa de se regarder dans la glace, écrit Zola. Elle sourit en glissant un regard vers le prince. La parenté entre cette toile et Devant la glace, peinte elle aussi en souvenir de l'Assommoir, est patente. C'est pourquoi Zola articule les deux points de vue comme un cinéaste qui opposerait chant et contre-chant. Le conte se relève, et c'est dans la grande Psyché faisant face à la toilette de marbre blanc qu'il contemple Nana. Il la voyait dans la glace, avec ses épaules rondes et sa gorge noyée d'une ombre rose. D'une toile à l'autre, remarque Zola, la Nana de Manet a gardé le même petit corset bleu, un petit corsage de percale qui lui cache à demi la gorge, et qu'elle semble simplement avoir boutonné, gardant les bras nus, les épaules nues, la pointe des seins à l'air, dans son adorable jeunesse de blonde grâce, dont on aperçoit le reflet indistinct dans la glace. Mais Nana, fille de Gervaise et de Coupeau, est aussi à la croisée des classes dangereuses et des classes laborieuses dont elle est issue. C'était la mouche d'or, envolée des pourritures du faubourg, vengeant les gueux et les abandonnés dont elle était le produit, corrompant Paris, empoisonnant les hommes rien qu'à se poser sur eux, dans les palais où elle entrait par les fenêtres. Ce monde d'en bas, Zola l'a décrit dans l'Assommoir. Dans ce milieu-là, les loisirs sont loin de tenir la première place. Il faut la noce de Gervaise pour que Zola évoque le bal au Moulin de la Galette de Renoir. Coupeau organisa un pique-nique au Moulin d'Argent, qui avait un bastringue au fond de son arrière-boutique, sous les acacias de sa cour. Impossible, bien sûr, de suivre la mode. Le disparate des toilettes saute aux yeux, comme dans la toile de Renoir. À l'évidence, la robe gros bleu de Gervaise, la robe écrue à fleurs imprimées de Madame Fauconnier, le pantalon jaune canari de Boche, comme leur raideur de gens endimanchés, viennent de là.
C'étaient surtout les chapeaux des messieurs qui égayaient, de vieux chapeaux avec des formes pleines de comiques, hautes, évasées, en pointe, des ailes extraordinaires, retroussées, plates, trop larges ou trop étroites. Des fenêtres, on voyait les couples tourner entre les feuilles, auxquelles les lanternes pendues aux branches donnaient un vert peint et cru de décor. Le loisir des pauvres, c'est avant tout le café, et l'on ne peut évoquer Gervaise et Coupeau, abrutis d'alcool, sans penser à Degas. Fixant leurs regards vides, qui jamais ne se croisent sur un point invisible, les deux personnages de l'absinthe entraînent le spectateur dans une sorte de vertige hallucinatoire. Comme Zola, Degas explore ainsi les limites ténues qui séparent la raison de la folie, sans qu'on puisse dire en toute certitude qui a inspiré l'autre. Il n'en va pas de même pour les images du travail. J'ai tout bonnement décrit, à plus d'un endroit, dans mes pages, quelques-uns de vos tableaux, affirmait Zola au peintre, et c'était encore là, pour ainsi dire, travailler d'après nature. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Gervaise était boiteuse? Eh bien, c'est à Degas qu'on le doit. Degas qui représentait deux blanchisseuses, leur panier de linge posé sur la hanche, en 1873. L'une est tournée vers la gauche, l'autre vers la droite, mais elles ne sont, comme souvent chez Degas, que le double inversé l'une de l'autre. Cela n'a pas échappé à Zola. Cependant, écrit-il, Gervaise, à petits pas, suivait l'allée, en jetant des regards à droite et à gauche. Elle portait son paquet de linge passé au bras, la hanche haute, boitant plus fort, dans le va-et-vient des laveuses qui la bousculaient. Zola décrit les gestes de ces repasseuses d'après les œuvres esquissées par le peintre dès 1869. Degas, on le voit ici, hésite sur la position des bras, comme s'il avait peine à fixer le mouvement. Les bras nus, allaient, venaient, éclairaient de leurs taches roses la blancheur des linges, commente Zola. Quant à la boutique de Gervaise, écrasée de soleil, elle est inspirée de la série des contre-jours que Degas avait commencé en 1873 et qu'il reprendra jusqu'à la fin des années 80. Éclairée par une lumière diffuse, la repasseuse baigne dans une atmosphère bleutée empruntée au peintre. À cette heure, le soleil tombait d'aplomb sur la devanture. Le trottoir renvoyait une réverbération ardente, dont les grandes moires dansaient au plafond de la boutique. Et ce coup de lumière, bleui par le reflet du papier des étagères et de la vitrine, mettait au-dessus de l'établi un jour aveuglant, comme une poussière de soleil tamisée dans les linges fins. Les pièces qui séchaient en l'air fumaient, étaient raides comme des copeaux en moins de 3/4 d'heure. Elle imagina de tendre une paire de draps sur les fils de laiton du plafond, en manière de store, afin d'amortir le soleil. On se serait cru dans une alcôve, avec un jour blanc, enfermé comme chez soi, loin du monde. La toile du musée d'Orsay date de 1884, mais elle reprend le motif d'une toile peinte avant 1876. Deux blanchisseuses y travaillaient déjà dans la chaleur vibrante de la mécanique. L'une d'elles, une bouteille à la main, bâillait à s'en décrocher la mâchoire, tandis que l'autre repassait un plastron d'un coup de fer appuyé. C'est cette version précoce de la toile qui inspire ce portrait de Gervaise. Elle avait les bras nus, le cou nu, toute rose, si suante que les petites mèches blondes de ses cheveux ébouriffés se collaient à sa peau. Au milieu de la table, au bord d'une assiette creuse pleine d'eau claire, trempaient un chiffon et une petite brosse. Clémence, appuyée fortement sur l'établi, les poignets retournés, pliait le cou dans un effort. Comme le soleil glissant entre les draps frappait en plein sur le fourneau, on voyait la grosse chaleur monter dans le rayon, une flamme invisible dont le frisson secouait l'air. Le fourneau, invisible sur la toile de 1876, est présent dans celle de 1884, signe du dialogue entre le peintre et le romancier. Autre différence, la bouteille, dont on ne voit que le goulot dans la version de 1876, est désormais posée sur la table. Elle ne contient pas l'eau destinée à humecter le linge, mais le vin, sans doute mouillé d'eau, que boivent les blanchisseuses pour se désaltérer dans la chaleur suffocante de l'atelier. Là encore, la parenté avec Gervaise est évidente.